Allez, je vous propose donc de démarrer ce conseil communautaire du 9 octobre 2023 en commençant par la désignation d'un secrétaire de séance. Alors je vous propose bien sûr la personne de Jean-Luc Laborie, maire de Cuisance, en le remerciant, ainsi que son conseil municipal de leur accueil. Jean-Luc, tu es candidat? Oui, je te remercie. Donc je vous propose de voter, d'ouvrir le scrutin pour cette désignation. Voilà, vous pouvez tester vos boîtiers électroniques. C'est bon? Voilà, le scrutin est clos. Je vous remercie. Alors, on attaque tout de suite donc l'ordre du jour, si vous le voulez bien, avec la politique patrimoniale et paysagère. Je vais passer la parole à Guillaume Clédel pour le premier point, qui concerne la modification du règlement du Fonds de restauration au patrimoine. Pardon, s'il vous plaît, on peut avoir l'image un peu plus grande? Alors, on va essayer ça. Ça doit être possible, mais il faut... Non? On est à fond. On ne peut pas, on est à fond. Bien, bonsoir mes chers collègues, je vais essayer d'être clair pour que ce soit lisible avec ma voix. On va vous lire la délibération. Bon, c'est un dossier, moi qui me tient énormément à cœur, parce que c'est un dossier sur lequel la commission a beaucoup travaillé. Et chaque année, on a une vingtaine de dossiers qui nous sont proposés, et bien évidemment, en fonction des dossiers qui nous arrivent, eh bien, il nous arrive de faire des propositions de modification du fonds, et c'est le cas cette année. Donc, on a une assiette, nous, de 70 000 €. On a eu une quinzaine de dossiers, mais on les présentera au prochain bureau communautaire. Avant cela, bien évidemment, je vais vous proposer de modifier le règlement. Donc, les nouvelles règles proposées, elles sont assez simples. On a une assiette éligible qui va augmenter à 6 000 € hors taxe. Bien évidemment, il faut que la commune, en fait, vienne abonder à même hauteur, donc à 50% du reste à charge, que la communauté de communes. Pour les dossiers qui étaient déposés cette année, vu qu'on a fait une augmentation du fonds de 1 000 €, eh bien, exceptionnellement, bien évidemment, on demande à ce que vous acceptiez qu'on le modifie pour rajouter 1 000 € à l'enveloppe. Et 2 000 € hors taxe supplémentaires qui pourraient être accordés lorsque la commune sollicite l'appui d'un maître d'œuvre, notamment pour les églises et chapelles. On s'est retrouvé avec pas mal de dossiers importants sur la réfection de chapelles ou d'églises. Et dans le but de cadrer un petit peu plus le projet, on demande la participation d'un maître d'œuvre et on abonde à 2 000 € supplémentaires. Voilà pour les modifications. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Peut-être expliquer différemment, avec d'autres mots? Didier, tu y vois pas ou c'est pour m'embêter? Pas de questions? Donc je propose de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Et le point numéro 2 concerne donc le projet de valorisation des sites patrimoniaux via une application numérique. Oui, donc vous savez que depuis 2021, on travaille sur la valorisation et le maillage des sites patrimoniaux sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, il y a eu plusieurs réunions ont eu lieu pour vous convier, en tout cas convier des représentants de chaque commune
pour vous montrer en fait une sélection du pays d'arrêt d'histoire des sites à valoriser. On va poursuivre ce travail dans le courant de l'année. Et un des outils qui nous permet de valoriser et de répartir les flux et présenter l'ensemble des sites du territoire de façon gratuite, simple et efficace, c'est l'application WeVisit. Donc on a travaillé avec la commission sur le projet WeVisit. Il y a 3 projets qui nous intéressent particulièrement sur cette application. Donc c'est référencer l'ensemble des sites patrimoniaux, mettre en ligne sur l'application l'ensemble des parcours, vous savez qu'on peut trouver de l'ensemble des villages, donc on a 12 éditions à l'heure actuelle, et également créer et charger sur l'application un audio-guide pour la visite du château des Doyens, qui serait vendu 3 € aux utilisateurs à l'entrée du château. Donc l'audio-guide est en cours de création, il y a l'association Les Filles du Genièvre qui travaille dessus, en partenariat avec le pays d'arrêt d'histoire. Le contrat avec cette application qui est très bien faite, moi je l'ai moi-même mis en place à Pêche-Merle et ça marche très très bien. Donc ça serait un contrat d'1 an qui serait reconduit par tacite reconduction dans la limite de 5 ans. Les modalités financières, parce qu'il y en a quand même, vous en doutez bien, s'il y a une mise en vente des contenus, en fait, l'application WeVisit percevrait une commission de 33% du prix TTC. Donc si on vend bien évidemment l'audio-guide à 3 € par personne, eh bien l'application en prendrait 1 € à chaque vente. Voilà, donc je vous demande de valider la convention de partenariat qui nous lie pour la prochaine année, si vous en êtes d'accord, et d'autoriser le président à signer tous les documents y afférents. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui. On a une idée du nombre de visiteurs? À quel endroit? À Carénac? Par exemple, le château des Doyers. 30 000. C'est ça? 30 000 visiteurs. Château des Doyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on peut passer au vote. Le scrutin est clos. Merci. Et le point numéro 3, donc les tarifs du pays d'arrêt d'histoire. Oui, c'est un rapport beaucoup plus classique, mais vous savez que dès lors qu'on touche aux articles vendus à la régie du pays d'arrêt d'histoire, il faut que nous approuvions la mise en place des nouveaux articles. Donc c'est le cas avec l'audio-guide qui serait vendu au prix de 3 €. Donc il vous est demandé d'approuver, de fixer ce nouveau service d'audio-guide. Pas de questions. Donc on peut passer au vote. Le scrutin est presque ouvert. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Merci. Merci Guillaume. On va passer donc aux questions sur l'économie et l'approbation de l'inventaire des zones d'activité. C'est Jean-Claude Fouché qui va présenter ça. Oui, bonsoir à tous. Donc vous savez, la loi climat et résilience a introduit un nouveau article au code de l'urbanisme qui nous impose aux EPCI en charge de la gestion des zones d'activité d'avoir un inventaire détaillé des zones d'activité, des terrains qui leur appartiennent, bien sûr, sur les zones, des propriétaires des terrains aussi qui sont sur ces zones, des occupants, c'est-à-dire il faut connaître, souvent c'est pas le même, il y a le propriétaire qui est un nom et l'occupant qui en est un autre, et surtout le taux de vacances. Donc ça a été réalisé dans le cadre du travail qui a été confié à l'ARAC. Et cet inventaire a été validé parce qu'il a été porté à connaissance à tous les
propriétaires des terrains sur les zones d'activité pour validation. Ça a été fait en août et septembre. Et maintenant, il nous revient à nous de valider cet inventaire qui a été fait zone par zone. Vous avez reçu en annexe les différents plans avec le détail des zones et des terrains. Et voilà, donc il nous revient de le valider pour pouvoir après l'introduire dans le SCOT derrière. Donc cet inventaire qui a été donné avec un taux de vacances que vous voyez à l'image, où on a des zones qui sont en général très bien occupées, sauf la Perrière qui est la plus grande, enfin celle qui a le plus de terrain disponible. Est-ce que vous avez des questions ? Donc ça fait partie de la connaissance de nos zones, ça renforce aussi la connaissance de Marie-Hélène. l'activité. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci Monsieur le Président. Donc, vous vous doutez bien de quoi je vais parler, de la zone d'activité entre Bretenoux et Saint-Céré. Quand on parle d'intérêt communautaire, je reste toujours surprise sur le fait que cette zone, où il y a peut-être le plus grand passage du département du Lot tous les jours, quotidiennement, ne soit pas qualifié d'intérêt communautaire. Je ne comprends pas. Il faudrait me donner des arguments pour que je puisse l'expliquer à mon conseil municipal. Voilà, j'attends vos arguments. Merci. Les zones ont été définies, pour l'instant on gère nos zones, on a décidé pour l'instant de ne pas en créer de nouvelles. C'est vrai que la zone, elle est, comme tu le dis Marie-Hélène, elle est sur un axe de grand passage. Après, voilà, il faudra que le conseil et les communautaires décident d'agrandir et d'augmenter les zones, mais on est plutôt dans une réduction des zones qu'autre chose. Mais là, on parle d'intérêt communautaire, ça veut dire que nous, on n'est pas un intérêt communautaire. Parce qu'avec le passage qu'il y a sur cette zone et les demandes qu'on a d'aménagement, ça reste à la charge de la commune, ce qui est inadmissible. Donc, avec les moyens qu'on a, donc on ne fait pas grand-chose. Je pense que quand même la communauté de communes pourrait prendre sa part dans cette zone d'activité. Moi, peut-être j'apporte des éléments de réponse. D'abord, juste pour... Moi, je partage aussi l'idée que, en tout cas, la question mérite d'être examinée. La zone de la Croix-Blanche, c'est en effet une zone de grand passage. C'est une zone d'activité à vocation commerciale avec voilà, un certain type d'enseignes qui sont très importantes pour le territoire. Donc je pense qu'en effet, ça peut se regarder. Après, si elle n'est pas aujourd'hui d'intérêt communautaire, c'est parce qu'elle ne l'a jamais été. C'est-à-dire que pour qu'une zone, je rappelle simplement la règle, pour qu'une zone soit d'intérêt communautaire, c'est comme une compétence, il faut que ce soit voté et par la commune, par le conseil municipal, et par la communauté de communes, et qui est, vous savez, le transfert d'attribution de compensation. Donc ça veut dire que si on veut classer cette zone d'intérêt communautaire, il faut qu'il y ait cette procédure qui soit mise en œuvre avec les votes qui vont avec et toute la démarche aussi qui va avec. Je pense que ça mérite d'être examiné. Après, ça va être, comme dit, j'en parlais avec Christophe à l'instant, comme dit Christophe, certainement un chantier à ouvrir, à regarder. Donc la porte n'est pas fermée, mais aujourd'hui, l'histoire veut que cette zone a toujours été portée par la commune, en effet. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Dominique, oui, Dominique au-delà du classement, on est quand même en train de faire n'importe quoi sur cette zone et on va figurer dans le top 5 de la France moche, là, on n'est pas loin quoi. Enfin, si c'était classé en zone communautaire, peut-être qu'on pourrait y avoir un règlement. Voilà. Il pourrait y avoir un règlement différent, spécifique, il pourrait y avoir des orientations ou une vocation donnée à la zone, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc en effet, ça peut être un outil intéressant. Par contre, ça veut dire des charges supplémentaires pour la communauté de communes, il faut aussi le regarder de ce point de vue-là. Voilà. Ben oui, sauf qu'on fait partie de la communauté de communes, la commune de Saint-Michel-au-Béjou, on a droit autant que les autres à répartir les charges. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, pourquoi pas à venir, en tout cas une question à examiner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Gaëlle, pardon. Oui, alors
c'est un peu différent de ma voisine, mais pas si éloigné. Bien consciente des critères et de la nécessité de faire une étude pour faire rentrer de nouvelles zones d'activité, lors du travail sur le PLUIH, j'avais sollicité de Coval d'Or, non pas un classement de ma zone d'activité comme d'intérêt communautaire, mais à minima un courrier de la communauté de communes qui valide l'intérêt quand même et l'activité présente sur ce secteur et le développement de certaines activités pour que vis-à-vis des services de l'État lors de la négociation du futur PLUIH, il y ait quand même un soutien affiché, écrit de la communauté de communes pour cette zone d'activité, qui, je le rappelle, est une toute petite zone d'activité, qui est sur le même axe que l'axe avec Saint-Michel-d'Oubéjou, puisqu'il se situe entre Condat et Saint-Michel-de-Bagnères. Pour ceux qui vont à Brive, ils passent devant à chaque fois. Zone d'activité qui a déjà 4 entreprises installées, dont une qui a acheté un terrain pour y construire une extension de son entreprise et 3 locaux pour les mettre à disposition d'entreprises qui voudraient s'installer. Donc quand on a des privés qui veulent s'agrandir, construire des locaux, répondre aux besoins des entreprises qui veulent s'installer en collaboration avec Coval d'Or Expansion, si on ne peut pas, par un courrier qui n'est pas juridiquement complètement, on va dire en tout cas, qui n'engage pas comme la prise de compétences, etc. Mais je pense que ça serait quand même sympa de le faire sans qu'on soit obligé d'intervenir en conseil communautaire. Alors ça, je pense que ça peut se faire, hein, c'est pas un problème. Il faut qu'on le demande peut-être à Covaldex. Il faut quand même un courrier argumenté, mais on va le faire. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir de cette demande, mais peut-être qu'elle est dans les tuyaux. En tout cas, on va relancer Coval d'Or Expansion. Ça fait partie des choses qu'on a réussi à négocier avec les services de l'État, ces zones communales. C'était pas gagné au départ, parce que je voudrais vous rappeler simplement que quand on a commencé à bâtir le PLU intercommunal, et André Roussy d'ailleurs me démentira pas, peut-être qu'il pourra le dire aussi, les services de l'État ne voulaient pas du tout, et c'était leur interprétation même réglementaire, ne voulaient pas qu'on fasse des zones d'activité communale. Et pour eux, les zones d'activité étaient exclusivement d'intérêt communautaire. On a eu ce problème, on a bataillé ferme et on a réussi à obtenir cet arbitrage qui nous autorise quelques hectares, alors je ne sais plus combien, mais quelques hectares de zones voilà, communales, mais qui permettent d'implanter des entreprises, des artisans, etc. Donc là, on est tout à fait dans cette logique. En plus, on a en effet un précédent, puisqu'il y a déjà de l'activité économique à Saint-Michel-de-Bagnères, donc je ne vois pas du tout de difficulté à faire en effet un courrier argumenté qui explique et qui expose la destination de cette zone. Peut-être André, tu veux rajouter quelque chose ou... Tu as tout dit, Raphaël. Simplement, bon, on est en train d'écrire le règlement. Je pense que dans les zones U ou AU, on fera de la mixité, c'est-à-dire pour autoriser les entreprises à venir s'installer. Peut-être pas des gros bâtiments, mais un petit artisan ou qui puisse faire son hangar dans des zones constructibles. Voilà, ça sera dans toutes les communes. Ça. Après, bon, les zones communales, c'est comme ça. Pour compléter ce que dit André, on était à Vérac pour travailler sur le règlement. C'est vrai que si on ne l'indique pas, ça veut dire que dans les villages, on ne pourra pas mettre une entreprise ou un artisan. Donc il faut absolument que ça soit indiqué. Évidemment, ça veut dire qu'il faut être limité ce qu'on y met, mais en tout cas, il faut que les gens puissent faire au moins des bâtiments pour de l'artisanat. Il y en a déjà beaucoup dans les communes et que ça puisse y rester. Oui, mais d'après ce que tu dis, Christophe, ce que tu dis, c'est que normalement, dans le PLU, il faudrait le flécher alors. Non, dans le règlement, il faut indiquer que des bâtiments d'artisans peuvent se faire dans une petite commune. Je prends un exemple de Miers, parce que je l'ai en tête, où il y avait un projet de menuiserie. Chez Caire, une reprise, il voulait faire une extension. Mais si dans le nouveau règlement, on ne met pas les règles correctes, ce genre de bâtiment ne peut pas se faire là. Il faudra qu'il aille dans une zone d'activité. Il ne pourra pas rester dans le village où il a toujours exercé. Voilà. On n'a pas besoin de le flécher, on va l'autoriser dans le règlement, c'est tout. Voilà.
maintenant dans le règlement intercommunal. Et il faudra que ça soit, que la commune soit fléchée. Non, non, ça sera pour toutes les communes de Val d'Or. Parce qu'un jour c'est blanc et un jour c'est noir avec le PLU. Hein. Alors bon, maintenant, il faudra mettre un peu d'ordre dans la maison. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, sur les zones d'activité? Pas de questions. Alors, on peut passer au vote. Voilà. Pour approuver donc, cet inventaire, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Et on passe donc aux finances. Pierre, tu as la parole. Merci, on va continuer à parler des zones d'activité, des travaux qu'il y aurait à faire et des terrains. On va le faire peut-être à double voix, peut-être avec Benoît Ellinger, puisque en fait il y a eu tout un travail qui a été fait sur les zones d'activité, notamment une recherche d'un nouveau tarif des terrains par rapport aux tarifs qui étaient dans les stocks, et de voir la différence que ça a amené les nouveaux tarifs en fonction du placement des terrains, en fonction de leur destination future. Donc tout ça, ça a été fait par Coval d'Or Expansion, et puis je dois aussi remercier, comment elle s'appelle, qui travaille avec toi, qui a fait tout le tour des entreprises. Non, c'est comment elle s'appelle, Anne Péclex, voilà, qui a fait tout le tour des entreprises pour relever tous les éléments de fiscalité, mais que je vous présenterai pas ce soir, que je vous présenterai lors d'un prochain conseil, parce que c'est intéressant de regarder les recettes fiscales en fonction des zones et en fonction de ceux qui y sont installés dessus. Donc là, pour le moment, il y a plusieurs zones d'activité. En commission de finances, nous l'avons étudié. On a passé toutes les zones. Je vous propose ce soir de ne pas les passer toutes. On va en passer 3, sachant que s'il y a des questions sur les zones qui ne seront pas sur le PowerPoint, on pourra toujours les présenter. Mais j'en ai sorti 3. Et dans la philosophie, c'est pareil. J'ai sorti d'abord la zone du Pommier de Saint-Céré parce que se pose la problématique de l'extension et de la conséquence qu'il y a sur le fond de roulement de cette zone. J'ai pris aussi la zone de Bramefond à Souillac, puisque c'est une zone sur laquelle il n'y a quasiment pas de travaux à faire, il n'y a que des ventes de terrain. Donc effectivement, ça joue sur le fond de roulement, mais à l'inverse de ce que ça joue sur Saint-Céré. Et la troisième zone que j'ai prise, c'est la zone de Cressensac, où effectivement, il faudra se déterminer pour savoir si on fait des travaux, de quelle façon on les fait, si on les fait par un privé ou si on le fait en régie avec des conséquences financières. Donc, nous, le service finance, par rapport au travail qui a été fait en amont par Covaldex et la commission économique, on a pris en fait les conséquences financières des décisions de tarifs qui ont été prises par la commission économie. Je vais peut-être passer la parole à Benoît pour le premier. Oui, juste le propos peut-être introductif sur la diapo d'avant, c'est dire que voilà. Ce travail qu'on a fait, où on voit toutes les zones, pour réexpliquer juste, le travail qu'on a fait sur les prix, globalement, c'est dans un contexte de changement, d'une part d'inflation, augmentation des coûts, où on avait des prix qui commençaient à être un peu datés par rapport à tous les gros changements qu'on a vus ces dernières années. Et puis surtout, et on retombe sur des questions éminemment liées au PLUIH, mais la question de la rareté foncière, France entière liée aux ZAN et aux questions écologiques beaucoup plus prégnantes aujourd'hui qu'hier. Et on sait très bien que quelque chose qui n'est pas cher va être moins optimisé, moins rationalisé, moins respecté. Il y aura plus de réserves foncières. Donc on est vraiment parti dans cette optique-là, avec en ligne de mire des prix de marché par rapport au contexte local, régional, les communautés de communes avoisinantes et un petit peu plus loin, mais essayer d'être cohérent et être conscient de l'attractivité et de la prospérité relative de Coval d'Or, mais qui n'a pas besoin de brader ses prix.
et également avoir une cohérence locale. Alors ça, c'est difficile. On sait qu'il y a des secteurs de la collectivité qui sont plus attractifs que d'autres parce qu'il y a des locomotives économiques. Et donc, il faut avoir des prix cohérents entre les différentes zones d'activité. Pour autant, essayer d'attirer également sur les zones qui aujourd'hui sont les moins attractives pour diverses raisons. Pour ce faire, on a donc essayé de travailler à partir des prix de marché et pas des prix de coûts d'aménagement. Et on s'est appuyé également sur l'étude ARAC qui avait été menée il y a à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, qui nous avait, sur toutes les zones d'activité, qui nous avait permis d'indiquer les potentiels commerciaux de chaque zone. Et bien évidemment aussi sur toute la connaissance empirique que Covaldex a emmagasiné depuis sa création avec 200 projets d'entreprise traités par an, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité. Fort donc d'un prix de marché qu'on a donné par zone d'activité, on a pondéré au sein de chaque zone d'activité, et là on va pouvoir rentrer dans les détails par zone, en fonction de la constructibilité, de la visibilité de chaque terrain, en se disant que on a des terrains où il y a des bois et qui sont en pente, donc il y a un petit malus sur leur prix, et quelquefois il y a des terrains, c'est de la première ligne avec une belle visibilité, donc il y a un petit bonus de prix. Voilà comment on a procédé. Pierre, tu veux reprendre là-dessus de manière globale ou... Oui, non, on va continuer pour voir ce que ça donne sur la zone des pommiers, où le prix de terrain a été fixé à 25 €, et on va regarder 25 € pour les industriels et 20 € pour les artisans, et on va regarder en fonction des travaux qu'il y a à faire. C'est la slide suivante. Voilà, alors je ne sais pas si vous y voyez, mais voilà. Les dépenses à venir, donc vous avez des frais annexes, l'étude environnementale, les acquisitions au prix qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire non aménagé à 12,50 €, les coûts d'aménagement avec les élargissements de la voirie, la signalétique et le bassin d'orage. Donc pour étendre la zone des pommiers à Saint-Céré, il y a des dépenses à venir à hauteur de 1 151 000 €. En termes de recettes, aujourd'hui, il est acté pour le coût d'aménagement, décale un peu, 150 000 €, c'est voilà, 50 000 € c'est de la DETR, et 75 000 € pour le bassin d'orage, donc il y a un potentiel de recherche de 225 000 €. Il n'empêche qu'on a un différentiel de 926 000 € entre les deux, qu'il faudrait rentabiliser par les ventes. Or, le tableau des ventes, on va le voir derrière, il va amener, avec les nouveaux prix, une recette à hauteur de 408 000 € contre 241 000 € si ça avait été les anciens prix. Donc, effectivement, entre les 926 et les 408, il y a un différentiel à peu près de 500 000 €, ce qui fait que sur le fonds de roulement de cette zone, et c'est le slide d'après, on voit qu'on démarre sur un fonds de roulement à moins 400 000. Il y a toute la période de 2024, 25, 26 de travaux, et en même temps on vend un terrain pour descendre à près de moins 1 million, 1,2 million, et au fur et à mesure qu'on vend les terrains. Alors il y a trois graphiques. Le premier graphique qui est en bleu, c'est le fonds de roulement avec l'extension qui est en bleu avec les nouveaux tarifs. Vous avez le fonds de roulement sans extension avec les anciens tarifs qui est à moins 500, 1 000, et le fonds de roulement sans extension avec les nouveaux tarifs qui est à 388 000. Donc aujourd'hui, sur cette zone-là, la préconisation de la Commission des finances, c'est bien évidemment de faire l'extension de cette zone, puisque aujourd'hui elle est attendue par certaines entreprises, et avec bien évidemment les nouveaux tarifs. Donc on a un fonds de roulement sur cette zone qui finirait à moins 932 000. Alors vous affolez pas parce qu'il y en a 9 zones, donc vous aurez après le tableau synthétique du fonds de roulement et de l'évolution sur l'ensemble des 9 zones. Mais là il est évident, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire en premier exemple, c'est une zone qui nécessite beaucoup d'aménagement et où les terrains effectivement ne suffisent pas à rembourser les aménagements qui sont à faire. Est-ce qu'il y a des terrains? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux pommiers? Non?
On passe sur Souillac. Donc là, même chose, tous les terrains ont été, ont été listés, avec des prix standards qui ont été montés à 15 € pour les terrains standards. On a des terrains qui sont en pente boisée à 7 € et des terrains non constructibles à 3 €. Donc vous voyez des terrains où vous voyez 15 et 7, parce qu'il y a des parties qui peuvent être revalorisées à 15 € et d'autres parties qui sont plus en pente boisée qui peuvent être revalorisées à 7. Donc, partant de ces nouveaux tarifs et de ces terrains qui sont disponibles et des ventes potentielles, pour le fonds de roulement, voilà ce que ça pourrait donner. Alors, cette zone, elle part d'un fonds de roulement qui est positif, pour la bonne et simple raison, c'est que depuis 2012, je crois, ou 2013, elle a été abondée par le budget principal à hauteur de 50 000 tous les ans et cet abondement s'est arrêté à partir de 2020. Donc elle démarre à un fonds de roulement qui est positif à 146 000. Le différentiel de prix entre les anciens prix et les nouveaux amène 83 000 d'incidences positives. Et une fois qu'on a vendu tous les terrains, puisqu'il n'y a quasiment pas d'aménagement à faire, le fonds de roulement de cette zone serait de 433 000 avec les anciens tarifs et passe à 516 000 avec les nouveaux tarifs. Donc un fonds de roulement positif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport... Oui, Gilles. Je pense qu'il y a quand même quelques aménagements à faire, surtout sur la zone du haut, où c'est quand même vallonné. Et pour vendre un terrain, il faut quand même que la plateforme soit déjà en place. Et là, la plateforme, elle est loin d'être en place, puisque ça a été le terrain nu comme il était, comme on l'a acheté. Donc il y a quand même un peu de voirie à faire en haut et un peu de... Voilà. Je repasse la parole à Benoît, parce que bon, moi j'avais pas on n'avait pas l'information quand même. Oui, tout à fait, tout à fait, monsieur le maire. Le terrain dont vous parlez, qui est grand, hein, qui fait un peu plus d'1 hectare, il faut tout à fait le terrasser, mais c'est pour ça qu'on a des prix modérés quand les terrains sont en pente, c'est qu'on vend moins cher pour que nous n'ayons pas à prendre en charge le terrassement et que le porteur de projet puisse le payer lui-même. Donc, en fin de compte, ça revient un petit peu au même. Sauf qu'on n'a pas à faire les travaux dans un contexte où on a quand même par ailleurs beaucoup de travaux à faire et comme ça, chacun va terrasser de la manière satisfaisante pour son projet. Ceci étant dit, effectivement, et on en avait parlé à la commission finance et à la commission économie, on voit quand même un grand étalement des ventes sur la zone parce qu'il y a certains terrains qui seront plus durs à vendre et tant qu'il y aura un terrain déjà plat et sans aucun arbre, il partira en premier et les derniers terrains qu'on aura seront un petit peu moins attractifs, mais quand ça sera les derniers, on finira par les vendre. On y voit mal au tableau, mais vous voyez que la courbe bleue et la courbe donc nouveau prix et la courbe orange ancien prix augmentent fortement entre 2031 et 2032, simplement parce qu'en 2032 est prévue la vente de 25 000 mètres carrés à 7 € et 175 000 € de différentiel. Donc les ventes s'échelonnent sur ce qui a été donné par Covalex de 2024 à 2032 sur cette zone. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer sur la dernière que je voulais vous présenter, qui est Crescensac, puisque là aussi, elle est particulière et on a une décision à prendre. Les terrains en première ligne ont été ramenés à 25 €, les terrains de deuxième ligne à 20 € et les terrains constructibles pacte boisé, on garde la cohérence par rapport aux autres zones à hauteur de 7 €. Donc, sur cette zone, il y a deux hypothèses. C'est que les terrains sont à l'actif du budget principal comme pour la zone des Landes, ce qui signifie que le budget annexe va acheter les terrains pour les intégrer dans le stock du budget annexe. On estime autour de 500 000 €. Alors ça va à un moment donné améliorer le budget principal, évidemment, puisqu'il y aura 500 000 €, mais en termes de consolidation au niveau de Coval d'Or, c'est bien évidemment une opération neutre. Donc là a été déterminé les coûts d'aménagement de cette zone. Il y aurait pour 61 200 € de frais annexes.
200 000 euros, ah pardon, j'ai dit 500, c'est 200, excusez-moi, 200 000 euros d'acquisition des terrains au budget principal, la signalétique 5 000 et les frais d'aménagement 1 468 000, donc il y aurait pour 1 535 000 euros de travaux à faire. Donc, deux hypothèses. Et on peut passer au slide. Deux hypothèses, c'est que cet aménagement, il est porté par Covaldor, et à ce moment-là, effectivement, comme on fait les coûts d'aménagement, on peut porter le prix des terrains à 25 € ou à 20 €. Ou deuxièmement, le terrain est fait par un aménageur privé, et à ce moment-là, les terrains seraient laissés à l'aménageur à hauteur de 5 € et lui ferait les travaux. Donc, vous voyez que d'un côté, il y a 1 226 500, de l'autre côté, 275 000 en termes de recettes. Mais il n'empêche que tout à l'heure, on l'a vu, il y a pour 1 500 et quelques mille de travaux, donc on ne fait pas le joint. La commission finance comme la commission économie, d'ailleurs, et sont d'accord les deux pour dire qu'on n'est pas forcément des aménageurs de zone comme alors, et qu'on n'a pas, nous, en régie, forcément les compétences pour pouvoir faire ce type de travail, et que effectivement, ce serait beaucoup mieux que ce soit un aménageur privé qui fasse cette zone, puisque les conséquences financières sont bien moindres quand c'est un aménageur privé qui le fait. On va pouvoir le voir au travers de la slide prochaine. Si on compare les scénarios, vous voyez bien que par un aménageur privé, on arrive à un fonds de roulement qui est négatif, mais de 3 400 et quelques euros, donc qui est à zéro. Par contre, quand l'aménagement est porté par Covaldor, on voit la grande chute avec les coûts d'aménagement qu'il y a à faire, et on finit avec comment dirais-je, un fonds de roulement négatif de 526 000 €. Donc il y a 500 000 € d'écart entre le fait de porter nous-mêmes le projet Covaldor ou de le faire par un privé, parce que entre les 5 € qu'on le vendrait à un privé et les 25 € qu'on pourrait les revendre si on portait l'aménagement, il y a 500 000 € d'écart. Voilà. Si on vend tout. Ah oui, mais dans les hypothèses, on est bien, on est parti, nous, après, de l'échéancier qui nous a été donné par Covaldor Expansion, et au fur et à mesure qu'on vendait les terrains, le fonds de roulement remontait, comme c'est le cas même sur cette zone-là, mais on voit bien que ça suffit pas, puisqu'à un moment donné, on passe en dessous des 1,4 million en fonds de roulement. Voilà. Donc, il y avait toutes les autres zones qui ont été bâties sur ce même principe. On a regardé le différentiel de recettes entre les anciens prix et les nouveaux prix. On a regardé les conséquences au niveau du fonds de roulement. On a regardé aussi les conséquences, parce qu'indépendamment de ça, il y a aussi des recettes fiscales à venir si des entreprises s'installent sur ce terrain, puisqu'il y aura effectivement sur ces terrains, puisqu'il y aura effectivement de la CFE. Donc, on est parti du fait que quand vous avez un terrain de 10 000 m² en vente, une entreprise, si elle achète un terrain de 10 000 m², en moyenne, le ratio de son bâtiment, il est de 30%. Donc, elle fait un bâtiment à 3 000 m². Donc, on a fait un calcul de CFE à partir d'un bâtiment de 3 000 m² pour les bâtiments industriels. Et pour les autres bâtiments, c'est un calcul qui se fait, alors vous le savez, en fonction de la commune, en fonction de l'activité commerciale, et aussi en fonction du classement de la commune, si elle est en zone très attractive, par exemple, comme peut l'être Rocamadour, ou dans une zone moins attractive, comme peut l'être, je m'excuse pour Estal, mais comme peut l'être Estal. Chaque commune ayant un coefficient qui va de 1 à 5, je crois, ou 1 à 6, et en fonction de ce coefficient, bien évidemment, la CFE et les bases et les taux ne sont pas les mêmes. Donc on a fait aussi tout ce calcul, et on verra en fait ce que ça donne. On va passer au slide suivant. Donc là, c'est juste une slide qui vous montre que par rapport à l'ancien tarif, avec l'ancien tarif tout consolidé avec les ventes telles qu'elles étaient prévues, on finissait avec un fonds de roulement qui était quand même à l'équilibre, 17 000 € de positif. Par contre, les nouveaux tarifs font un fonds de roulement à 807 000 €, mais ça, c'est avec l'aménagement de Cressensac par un privé et sans extension du pommier. Donc c'est juste pour que vous mesuriez le différentiel de prix avec le travail qui a été fait sur les anciens prix et les nouveaux prix. Il y a à peu près 800 000 € d'écart et de recettes supplémentaires.
J'avais une question, Pierre. Oui. Je m'excuse. Par rapport à Cressensac, juste précédemment, là, est-ce qu'on a le ratio des prix de vente sur les zones d'activité de Brive-Aglo, qui est juste à côté, à une portée de flèche? Parce que je crois que c'est des décisions également qui sont importantes. Si d'un côté on est à 25, de l'autre à 15 ou à 40, je ne sais pas, est-ce que la comparaison a été effectuée? Benoît? Oui, on a regardé et on s'est appuyé sur des cabinets commercialisateurs qui vendaient des terrains à Brive, parce que ça devient de plus en plus dur de trouver des terrains à Brive, et par rapport au prix de location en immobilier d'entreprise qui sont pratiqués. Donc on a fait ça. Ça reste quand même une zone compliquée à aménager d'un point de vue topographie. Et donc toute activité ne pourra pas y aller. Donc c'est aussi, il faut modérer l'attractivité et le potentiel de prix de vente du fait que les terrains sont un peu complexes. Je reprends la main. Donc vous avez donc là les deux hypothèses. L'hypothèse H4, c'est les nouveaux tarifs avec Cressensac en régie plus l'extension du pommier et qui finit en fonds de roulement, toutes zones confondues, à moins de 158 000 €. Et si par contre, avec les nouveaux tarifs Cressensac en régie et même avec l'extension du pommier, dès l'instant où Cressensac passe en régie, on passe à un excédent de fonds de roulement positif, 264 000 €. On retrouve bien les 500 000 € d'écart entre l'aménagement privé ou l'aménagement qui est fait en régie. Donc vous voyez que globalement, le bilan des zones industrielles, si effectivement on maintient les tarifs tels qu'ils ont été donnés par Covaltor Extension, si on vend les terrains tels que c'est prévu, on a des zones d'activité qui, malgré les travaux qu'il y a à faire, s'équilibrent, même en fonds de roulement un peu plus positif, à hauteur de 264 000 €, ce qui est ma foi, quelque chose de plutôt qui permet de voir les zones d'activité avec une certaine sérénité. Donc ça, c'est les valeurs à aujourd'hui. Et pour ce qui est des retombées fiscales supplémentaires, donc en termes de taxes d'aménagement, puisque je rappelle que il avait bien été établi que dès l'instant où c'est la communauté de communes qui aménage, et il est logique que ce soit la communauté de communes qui rentre la recette de la taxe d'aménagement. Si on va de 2026 à 2040 et quelques, sur les 20 ans qui viennent, ça ferait une recette fiscale probable, si tout est fait comme c'est prévu sur le plan, à hauteur de 4 100 000 €, et une recette fiscale qui se stabilise à peu près autour de 300 000 € systématiquement tous les ans. Voilà ce que donnent les bilans d'activité. C'est un peu technique, je suis allé peut-être un peu vite, mais je n'ai pas voulu passer non plus les 9 zones, mais si vous avez des questions particulières par rapport aux autres, on peut y répondre. On a aussi les slides qui ont été présentés en commission finance. Donc, la proposition qui est faite, c'est par la commission de finances, mais aussi par la commission économie, c'est bien évidemment de faire l'extension de la zone des pommiers, et c'est plutôt de donner effectivement à un privé la zone de Cressensac pour l'aménagement, et donc de terminer avec un fonds de roulement positif à hauteur de 250 000 € avec les tarifs qui ont été présentés. Est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à tout ça? Non? Faut-il après? Donc on peut ouvrir le scrutin à ce moment-là. Sur le prix des terrains, des zones d'activité, le scrutin est ouvert. Merci Pierre. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Donc, comme je le disais, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est tout le travail qui a été fait aussi pour récupérer le côté fiscal de l'ensemble des zones, et je vous le présenterai à l'occasion d'un prochain conseil communautaire, mais c'est intéressant à avoir cette historique-là. On passe au gymnase de Gramat.
Donc sur le gymnase de Gramat, c'est un projet donc où on était sur 2 300 000 hors taxes avec des gradins qui étaient en rez-de-chaussée et 2 450 000 euros avec des gradins à l'étage. Donc quand la commission s'est réunie pour savoir quelle décision on prenait, il était évident qu'aujourd'hui, compte tenu déjà de ce qu'est le gymnase de Gramat, il n'était pas forcément très convenable et très cohérent de faire un investissement à cette hauteur sans qu'on ait des gradins à l'étage et qui permettent effectivement aux gens de pouvoir regarder l'ensemble des activités sportives en toute sécurité et avec le confort entre guillemets nécessaire. Donc là-dessus, il y a une plus-value de 150 000 euros hors taxe. Et à la suite de ça aussi, il y a une deuxième chose qui fait une révision des AP à hauteur de 600 000 TTC, c'est que le toit de ce gymnase peut être adapté pour poser des panneaux photovoltaïques et que là aussi la commission s'est dit ce serait peut-être pas très logique puisqu'on veut s'engager un peu dans une démarche d'écologie de ne pas faire ce qu'il faut pour faire le toit qui soit capable de supporter ces panneaux photovoltaïques, et il y a un coût évidemment supplémentaire mais qui permettra aussi une revente d'électricité et cette plus-value-là s'amortira sur 13 ans de mémoire, si je dis pas de bêtises. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on arrive à un total des autorisations de paiement à hauteur de 3,5 millions, ce qui fait 2 800 000 hors taxes à peu près. C'est bien sur cette base-là, 2 800 000 hors taxes, qu'a été demandé le dossier de subvention. Et aujourd'hui, on est à un accord de subvention à hauteur de 2 millions, puisqu'il y a 600 000 de l'État, il y a 300, je ne sais plus combien de la région, et il y a aussi du département. Il y a aussi une obtention qui est quasiment acquise de 150 000 euros de l'ANS, et on ne désespère pas très probablement d'avoir 100 000 euros du leader, ce qui amène un total de subvention à hauteur de 2 millions d'euros, ce qui fait pour cet investissement-là un taux qui arrive à 68,9%, pour pas dire 70%, qui reste un taux de subvention qui est très appréciable. Je vous rappelle que dans le PPI, où on avait mis dans le premier PPI 64% de subvention, de recettes de subvention sur les dossiers qui étaient subventionnables, on a révisé le PPI à la baisse compte tenu de ce qui se prépare et on l'a mené à 56%. Sur ce dossier, on est encore à 70%. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de pouvoir poser les photovoltaïques sur le toit et de pouvoir faire ces gradins à l'étage qui, effectivement, serait une ineptie, à mon sens aussi, et pourtant c'est de l'argent en plus, mais à mon sens aussi, si on ne le faisait pas sur un investissement de cet ordre-là. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Oui, Christophe, pardon. Oui. Et, dire ici, remercier les services, je crois que Clara est là. Qui a travaillé sur, je ne sais pas si je l'ai vu, non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, mais elle a beaucoup travaillé avec Anne Pétrix, elles ont toutes les deux beaucoup travaillé très vite pour qu'on ait un dossier sur l'ANS, c'est l'Agence nationale du sport. On était chaque fois passé à côté, sur la piscine de Souillac, sur la piscine de Biarche, chaque fois on ne passait pas. Et là, on a récupéré 150 000 euros sur le gymnase. Il n'y a que 2 gymnases sur toute l'Occitanie qui ont eu la somme. Voilà, je vous le dis. Et je crois que Pierre y était à la réunion. Et donc, à force de faire du lobbying, c'est un peu ça quand même, de la pression et d'être présent, on est arrivé, grâce à tous, à obtenir cet argent-là. Bon, voilà, c'est important. Et je pense que sur l'Europe, on devrait avoir, mais bon, c'est toujours un dossier à poser, parce que c'est le dernier, on devrait obtenir 100 000 euros supplémentaires sur le leader, notamment grâce à la salle de gym, qui va servir notamment sur des activités, notamment pour les enfants handicapés, l'hôpital lycéen de Leyme aussi, qui va venir dessus. J'ajoute qu'il y a deux ou trois variantes qui ont été rajoutées aussi pour l'isolation thermique, mais à des hauteurs beaucoup plus faibles. Hein. Un sas d'entrée pour éviter les déperditions en chaleur de 6 000 euros. Et un problème aussi de part visuelle, parce qu'il y a des packs qui seront derrière ces bâtiments, et il y a des voisins, j'en connais qui sont pas dans la salle peut-être, donc on va mettre des systèmes pour que le bruit soit coupé et que la vue aussi soit pas trop désagréable pour les gens qui donnent devant leur jardin. Voilà. Les travaux devraient démarrer en juin pour Gramat.
Du coup, donc, les crédits de paiement pour 2023 restent à 300 000 euros tel que c'était prévu dans le PPI. Ça ne bouge pas. Pour 2024, ça reste à 2 millions d'euros tel que c'était prévu dans le PPI aussi. C'est 2025 qui change et qui passe de 600 000 euros à 1,2 million pour faire les aménagements qui vous sont proposés ce soir. J'oublie toujours un truc, mais on a fait en sorte en fait que la production photovoltaïque des gymnases, qui seront à peu près sur 1500 mètres carrés, servira en fait d'alimentation l'été à la piscine qui est juste voisine et qui est le plus gros consommateur d'énergie de Coval d'Or. Voilà. Donc pendant l'hiver et à mi-saison, ça servira pour la partie alimentation du gymnase et de la salle de gym, sur tout ce qui est chauffage de l'eau ou pour l'éclairage par exemple. Et sur la période d'été, on va dire de juin jusqu'à septembre, où il y a beaucoup moins d'activité sur les gymnases, mais l'énergie produite servira sur la piscine. Et là, je pense qu'on aura des rentrées financières qu'on n'a pas mis dans le tableau, qui devraient pouvoir nous permettre de diminuer nos factures aussi, donc qui seront un plus pour la collectivité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui, Juin. Est-ce qu'on peut mettre au président? On met aux voix. Donc s'il n'y a plus de questions sur ce projet de gymnase, je propose d'ouvrir le scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Merci. Merci Pierre pour cette présentation. On passe donc aux affaires immobilières et à l'avenant au crédit bail immobilier de la plume du COS. Alors je ne sais pas qui c'est qui le présente, ça c'est Christian peut-être? Non, Christian Delrieux. Tu présentes la plume du COS ou pas? Bon, je fais alors. Donc on vous propose donc de faire un avenant à ce crédit bail immobilier de 15 mois, simplement de prolongation, voilà, qui permettra donc aux associés qui sont dans l'association de préfiguration de la SIC de faire face aux difficultés qu'ils ont eues liées à la grippe aviaire. L'épisode de grippe aviaire qui les a frappés, qui a fait que c'est difficile pour eux de faire face à ce paiement des loyers, donc on propose un prolongement du crédit bail de 15 mois. Oui, ce qui est sûr, c'est que la plume du COS avait un prévisionnel qui était assez serré pour s'en sortir. Ils ont, la première année, augmenté considérablement leur tonnage. Ils ont presque doublé au niveau des animaux, qui leur a permis de redresser la barre, puisque la première année avait été un petit peu déficitaire. La deuxième s'est trouvée avec un équilibre plus. Et puis il est arrivé la grippe aviaire. Et là, effectivement, ça les a plantés. Ils ont eu un petit rebond quand la Quercinoise a eu des soucis, où à ce moment-là, ils ont rabattu des canards de la Quercinoise. Là, ils ont fait un peu de volume, mais ils viennent de passer une période qui a été exceptionnellement importante pour eux. Et avec ça, ils ont quand même essayé de rétablir les comptes. Mais ils nous demandent, comme l'a expliqué Raphaël, de décaler d'un an, parce qu'on a pensé que c'était la meilleure formule pour eux, pour qu'ils puissent retrouver un peu de trésorerie et faire en sorte de passer le cap. Ils ont effectivement, ils reviendront vers nous, parce qu'ils ont un projet effectivement d'agrandissement peut-être. Ils ont des soucis au niveau du lavage des caisses. Vous savez qu'à partir du moment où ils avaient un outil qui était conçu pour accueillir à peu près la moitié du volume qu'ils accueillent aujourd'hui, ils ont des difficultés. Ils perdent beaucoup de temps pour le nettoyage des caisses, donc il faut qu'ils l'industrialisent un peu ça et qu'ils l'agrandissent. Et ils auraient besoin d'un hangar de stockage à côté. Ils ont mis une petite option sur un terrain qui appartient à Coval d'Or à côté. Et là-dessus, ils vont revenir vers nous faire un prévisionnel et regarder effectivement ce que la collectivité peut faire. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était un atelier relais. Qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de porter un atelier relais. Est-ce qu'on peut faire une extension de l'atelier relais? Je ne sais pas. Ça, au niveau juridique, je crois que c'est à regarder. Sinon, il va falloir qu'eux le portent, mais ils veulent pouvoir se rétablir un petit peu, refaire un peu de résultats, et ils espèrent que l'année 2023, fin 2023, 2024 sera meilleure pour eux. Le vaccin pour la grippe aviaire, vous l'avez vu, arrive, hein, et j'espère qu'effectivement, ils pourront retrouver les volumes.
Mais ils ont bien géré, moi je dis qu'ils ont bien géré, mais ils ont tout eu pour avoir des difficultés. Merci Christian. Est-ce qu'il y a des questions sur cet outil? Pas de questions, donc je propose de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Le point numéro 8 concerne la prime de responsabilité pour les agents occupant des emplois fonctionnels de direction. Donc, je vous rappelle qu'on avait abordé cette question lors du dernier conseil communautaire à Gramat. Donc, il s'agit du recrutement de notre nouvelle directrice générale des services qui arrive prochainement. Avec son accord et sa volonté, bien sûr, nous avons donc fait le choix de proposer une nomination sur un emploi fonctionnel de direction, c'est-à-dire un emploi qui nous permet de mettre fin au contrat en cas d'insatisfaction de la part des uns ou des autres, des deux parties. Cet emploi fonctionnel a en contrepartie une prime de responsabilité qui bénéficie à l'agent en question avec un taux fixé à 15% du traitement. Voilà. Donc on vous propose d'attribuer cette prime en contrepartie du caractère révocable de cet emploi, puisque c'est quelqu'un qui vient de la région parisienne, que nous avons donc recruté à plusieurs dans une démarche très collégiale et après plusieurs entretiens de motivation, mais elle est fonctionnaire territoriale et donc on préfère garder cette possibilité d'avoir une période d'essai. Voilà, et donc cette prime serait applicable à partir du 1er décembre 2023. C'était d'autant plus difficile, vous imaginez bien, que c'était moi qui étais responsable du recrutement avec cette éventualité de mon élection qui posait question pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions sur cet emploi fonctionnel? Pas de questions, on en a déjà parlé. Oui, Raphaël. Oui, Didier Besse. Oui, là, je n'ai pas très bien saisi le pourquoi de... Elle est agent territorial. Oui. Elle fait une mutation sur la communauté de Covent-Nord, qu'on accepte, mais après, supposons qu'elle ne fasse pas l'affaire. Voilà, en fait, si elle ne fait pas l'affaire, on pourra se séparer d'elle parce qu'on l'aura nommée sur un emploi fonctionnel. Alors que si on la prend comme agent territorial classique en mutation, même si elle ne fait pas l'affaire, on ne peut pas la révoquer. D'accord, ok. Donc voilà, donc en fait, elle accepte une forme de précarité pour un certain temps, mais en contrepartie, elle obtient cette prime qui est liée à l'emploi fonctionnel. Et cette prime, elle restera dès qu'elle sera titularisée à ce poste-là? Ou c'est fonctionnel? C'est juste éphémère? Elle ne sera pas forcément titularisée. Après, je pense que c'est au choix du président, de la présidente, que ça se fait. On n'est pas obligé de la titulariser. Après, il y a beaucoup de DGS qui restent sur des emplois fonctionnels. Voilà. Alors, c'est une particularité pour les personnels de direction, évidemment. Ça ne concerne pas les agents territoriaux. Ça fait 15% de plus, quand même. Oui. Oui, c'est une prime qui est... mais bon, qui reste raisonnable. Et elle a un salaire, elle aura un salaire qui sera raisonnable, tout à fait dans la norme de ce qu'on donnait jusqu'à présent. Il n'y aura pas du tout de caractère exorbitant à sa rémunération, je vous rassure là-dessus. C'était pour le dernier conseil communautaire, je n'étais pas présent, non, c'est juste pour information. Oui. Non, mais ça mérite explication parce que c'est une particularité. Marie-Hélène, oui. J'ai une question par rapport à la prime. Est-ce qu'elle sera versée quand? Je me tourne vers mes... Dès l'arrivée de la directrice générale des services, dès le premier mois. Sur le montant du salaire annuel,
On lui verse 15%. Dès son arrivée. Oui. Très bien. Moi, je serais, je resterai pas dans Le traitement mensuel est augmenté de cette prime de 15%. Oui, c'est mensuel. Oui. Elle arrive, elle prend 15% du salaire sur la totalité de Non, Marie-Hélène, non. Mensuel. Non. Ah, c'est tous les mois. C'est traitement mensuel plus 15%. D'accord, parce que c'est pas marqué. Comme c'est une prime, ça pourrait être versé d'un coup. Ou 2 fois par an, en fonction des résultats quand même. Non, Marie-Hélène, cette prime-là, elle est juste due à la précarité de son emploi, du fait on peut s'en séparer quand on le souhaite. Et elle aussi. Elle aussi, d'accord, évidemment, avec les délais légaux, mais il n'empêche que c'est le cas en général des directeurs de cabinet ou des DGS dans beaucoup de collectivités un peu importantes, où si tu n'as pas ce cadre-là, effectivement, tu peux te retrouver avec le personnel que tu réembauches et l'ancien que tu dois garder, que tu mets dans un placard jusqu'à ce qu'il parte tout seul. Voilà, c'est ce qui arrive souvent malheureusement, donc tu paies 2 fois aussi. Donc c'est un choix, mais c'est aussi une sécurité pour la collectivité de ne pas garder une personne qui, imaginons, ne soit pas compétente à Coval d'Or, ça peut avoir des conséquences très graves. Je considère que celui qui DGS, il doit forcément être compétent. Et là, on ne peut pas prendre de risque avec ça, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions publiques à faire? Non? Bon, pas d'intervention. Donc je propose de passer au vote sur cet emploi fonctionnel. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne les ressources humaines, la modification, puisqu'il n'y en a qu'une, du tableau des emplois et des effectifs. Donc on a un poste de programmateur de cinéma à remplacer, un agent en disponibilité. Il faut réouvrir donc le poste. Ce n'est pas donc un recrutement supplémentaire, mais c'est un remplacement, je le précise. Donc pas d'impact sur la masse salariale de Coval d'Or. Est-ce que vous avez des questions pour cet emploi? Pas de questions, donc je le soumets au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous remercie. Et puis, on passe aux décisions donc, du président sur les déclarations d'intention d'aliéner et les engagements financiers pris dans le cadre de la délégation de l'Assemblée au président. Est-ce que vous avez des questions? Elles vous ont été notifiées? Pas de questions? OK. Donc ça, on n'a pas besoin de le voter. Et donc, on arrive aux informations et questions diverses. Je crois qu'il y a une intervention de Dominique Malavergne. Dominique, ouais. Oui, merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais faire un petit bilan à chaud de la journée du développement durable qui s'est tenue donc samedi 7 octobre à Gramat. Déjà pour remercier les services de Coval d'Or, puisque la journée était remarquablement bien organisée. Donc service développement territorial, hein, Anne Pécrix, Marine Delpont, Clara Maître, Pascal Grondin, Ivor aussi qui a beaucoup contribué à l'organisation de cette journée, et bien sûr le service communication. Alors je rappelle le principe de cette journée, c'est de pouvoir partager avec notre population un certain nombre d'informations, mais aussi de pouvoir débattre des orientations qui sont déjà prises par Coval d'Or ou qui vont être amenées à être prises par Coval d'Or en matière de transition écologique. Et vous savez que
eh bien, on va être amené, nous, à prendre des décisions importantes, notamment en termes d'énergie, hein, c'est dans le cadre du PCAET. Pour la population, ça veut dire aussi des changements à venir qui sont importants. Donc c'est voilà l'objet de cette journée du développement durable. Nous avions eu la première édition l'an passé, c'est la deuxième édition. C'est de pouvoir avoir un temps d'échange avec la population, un temps de débat. Alors, la journée s'est passée avec plus de 40 exposants qui se sont fortement investis. Alors, la fréquentation, je n'ai pas les chiffres, mais à midi, il y avait à peu près 160 personnes. Donc, au total, sur la journée, je pense qu'on doit être à un peu plus de 250 visiteurs. Alors, on est 47 300 peut-être à Cobalt d'Or, ça veut dire qu'il y a à peu près 47 000 personnes qui ne sont pas passées. Bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait toute la population de Cobalt d'Or, mais ça interroge quand même sur des questions aussi importantes que la transition écologique et toutes les mutations qui nous attendent. On accroche du monde, mais quand même peu de monde, et on accroche des gens plutôt captifs, plutôt informés. On a des débats très intéressants, très constructifs. Mais on ne peut pas dire qu'on soit dans une dynamique de convaincre de manière massive notre population. Enfin, convaincre, c'est pas le terme, mais au moins associer de manière massive notre population à toutes ces mutations qui nous attendent. Voilà, c'était une réflexion générale. Voilà, il faut continuer l'effort, continuer à se battre en ce sens, à mon avis, et voir pour l'avenir comment procéder pour toucher le maximum de personnes. Merci aussi à la mairie de Gramat qui nous a mis à disposition la salle Jean Dumas. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet, mais je tenais à l'évoquer. Donc c'était organisé, je ne l'ai pas dit, sous la forme d'un forum, un village des solutions avec 4 thématiques que vous avez devant les yeux, je ne vais pas les répéter. Et puis en conclusion, un café débat animé par l'écrivaine essayiste Nelly Ponce. Avez-vous des questions? Gaëlle. Pardon. Ah mais c'est pas sur ce sujet-là, c'était sur les questions diverses. Je vais peut-être trop vite. Non, mais s'il n'y a pas de questions sur ce sujet-là, on attaque les questions diverses. Oui, si tu... Monique, pardon. Non, juste pour dire que le CIAS aussi, on a tenu un petit stand. On n'a pas eu la foule, mais bon, on a fait parler de nos établissements et des chambres qui nous restaient à disposition pour les jeunes, les handicapés, voilà, etc. Désolé de vous avoir oublié. Pas grave. Merci. Gaëlle. Je vais essayer de faire. Non, mais Gaëlle, je finis juste sur le sujet. Je vais témoigner du beau. Oui. De la belle journée de développement durable qu'on a organisé au Lyon, le Cobalt. Alors, bravo pour l'organisation, ça ici. J'ai participé, c'était des élus à ce café citoyen parce que les questions qui ont été posées nécessitaient des réponses d'élus qui œuvrent dans le sens où les gens disaient pourquoi ceci ne se fait pas et pourquoi. Et voilà, c'était pour nous l'occasion d'expliquer que toutes nos politiques vont dans le sens du développement durable. Et voilà, et de rassurer un peu nos concitoyens. Après, il faut les écouter, ils ont des idées. Je rappelle par exemple que la recyclerie est une idée des citoyens du territoire Pays Gramat qui a émergé, les élus s'en sont parlés, etc. Donc merci pour cette belle journée, à retrouver l'an prochain. C'est une thématique qui a été remontée par les citoyens, c'est la problématique de l'eau. Finalement, on avait assez de pas abordé dans cette journée, et c'est revenu beaucoup dans le débat. On va aborder c'est la question de l'eau. Voilà, un sujet qu'on va évidemment aborder. Alors Gaëlle, est-ce que ça marche ou pas, le micro? Donc juste, je ne sais pas si vous avez tous vu l'ouverture des 2 gendarmeries à l'échelle départementale.
m'avoir interpellé il y a quelques mois maintenant avec Christian Delorieux et Marielle des services de gendarmerie sur l'organisation des patrouilles, notamment le soir, le week-end, par rapport à une situation concrète que j'avais vécue sur ma commune. On avait pu être reçus à Cahors pour nous expliquer comment les services géraient la situation et comment aussi il y avait un problème, sans parler de gendarmerie, mais de dotation aux gendarmes à l'échelle du département. Mon intervention n'est pas contre Rocamadour, loin de là, mais je me pose la question de cette stratégie affichée d'ouvrir des gendarmeries dans 2 espaces du département qui sont certes touristiques, mais ce n'est pas parce qu'une commune est touristique et qu'il y a une augmentation de la population sur une période de l'année, qu'il y a une augmentation de la délinquance. Et il me semble que cette décision, elle ne s'est pas faite avec les élus du territoire. Donc, je me dis, est-ce qu'on peut, à travers le conseil communautaire, poser la question au service de l'État de pourquoi ce choix, de comment il est fait, de comment il est organisé. Est-ce que c'est une gendarmerie avec des murs? Est-ce que c'est une dotation aux gendarmes? Quand on sait qu'en fait, chaque gendarmerie dans le département a un déficit de gendarmes qui ne leur permet pas d'assurer les tâches par secteur géographique. Et voilà, je vais savoir, mais il y a grosso modo 3 secteurs avec des patrouilles et avec des délais d'intervention qui sont très très longs et qui ne permettent pas d'avoir des services efficaces. Voilà. Donc, Dominique souhaite apporter des réponses. Simplement, l'organisation donnée pour le choix était surtout basée pendant son cours dans une gendarmerie, c'est-à-dire que c'est le risque exponentiel en rapport au nombre de personnes sur l'endroit de la caserne. C'est surtout ça qui a motivé cette domiciliation. Après, vous avez déjà démarché plusieurs fois pour savoir si on était prêt à les accepter. Ça, il n'y a pas de souci. Après, je ne peux pas expliquer plus que ça, mais ils nous ont bien dit que par rapport au nombre de personnes qui circulent dans l'ensemble de la caserne, vous avez déclaré ça. Comme ça, parce qu'ils pensaient aussi que le risque pouvait arriver d'une manière plus importante aux personnes qui allaient de l'extérieur à les habitants. Oui, Caroline et après Christian. Donc, notre micro ne marche pas, mais on est certainement ce qui département on a vu ça avec la préfète. Alors, c'est peut-être surtout sur l'organisation, et c'est ce que nous dénoncions. Et on attendait le départ du colonel Bravorin pour normalement une nouvelle organisation va être menée parce que nous attendons parfois 1 heure que les gendarmes arrivent. C'est moins sur le nombre de personnes que sur l'organisation qu'avait mis en place le précédent colonel. C'est là, dans celle-là que nous avez reçu, il faudra faire monter la préfète, là encore. Il vient de changer, là, il est parti. Ça, le problème, c'est quand tu appelles au secours et qu'il y a un gendarme de Cajar qui arrive, tu as le temps de. Christian Delrieux. J'ai jamais vu. Quand il y avait un accident, quand il y avait un incendie, quand il y avait une heure et quart en pleine nuit, quand les capteurs me posent des problèmes de sécurité, ils arrivent de Cajar, ils arrivent avant qu'ils arrivent de Souillac. On nous a dit que l'organisation n'était pas bonne, on va faire revenir. Et on a une caserne toute neuve. J'ai dit que les camarades, c'est ça que le début de la tête. Encore une fois, mais cette organisation, je n'ai pas la comprendre. Je n'ai pas la comprendre, c'est comment elle est faite. Je comprends qu'il faut que je démarre tout à l'heure. Mais vraiment, pour les élus, c'est vraiment pas pour moi la bonne solution. C'est ça, on n'a pas mal à ce moment de vol, et quand on dit que la zone va se partir, elle fait pas de soucis, pas de problème. Alors, ça ne fait pas.
Dominique? On va avoir une expérience un peu compliquée, avec des réservistes en gendarme à l'intérieur, avec la gendarmerie. Nous avons été obligés d'attendre 1h15, les gendarmes qui arrivaient de Cachard. Oui, mais nous aussi, ça nous arrive régulièrement. La spécialisation de chaque gendarme, Est-ce qu'il y a... Oui, Marielle. Marielle Alary. Oui, juste, moi, ce que je n'ai pas compris dans la que j'ai découvert dans la presse, c'est caserne ou brigade. Parce qu'elle nous avait bien fait la différence à Cahors et le colonel Favrin aussi. La caserne, c'est les murs, hein, avec les gendarmes dedans. Mais là, il était question juste de 2 brigades, c'est-à-dire de personnes. Voilà. Ce qui veut dire que peut-être sur la saison d'été, Rocamadour soit la copie, mais le reste du temps, peut-être que ça pourrait quand même trouver d'autres effectifs. On parlait de brigade. Voilà. Il y avait des infos sur le brigade fixe et d'autres. Voilà. Parce que c'est peut-être ça qui voudrait s'assurer. Parce que fixe à Rocamadour et à Saint-Sur-la-Copie, c'est peut-être pas nécessaire quand même. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions diverses? Didier Besse. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Oui. Bon, alors mes chers collègues, puisque moi j'ai la chance d'avoir un micro, je vais quand même vous dire quelques mots parce que j'ai quand même une certaine émotion puisque c'est mon dernier conseil communautaire ce soir en tant que président. Je serai encore à vos côtés bien sûr, mais je vais vous dire quelques mots, vous dire d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement, toutes et tous vraiment vous remercier du fond du cœur pour la confiance d'abord que vous m'avez accordée quand j'ai été élu et puis après tout au long de ces 3 années de travail, pour la collaboration qui était la nôtre, empreinte de respect, de franchise et souvent d'amitié. Je peux le dire, j'ai pris du plaisir à présider nos débats et à travailler avec vous tous et avec chacun d'entre vous. Je suis fier du chemin que nous avons parcouru ensemble pour faire de Caux-Val-d'Or une communauté qui pèse, une institution locale démocratique, reconnue par nos concitoyens, par le département, par la région, par l'État, et pour faire, au-delà de Caux-Val-d'Or, de notre grand territoire, un espace de vie et d'avenir. Nous avons vécu ensemble beaucoup de moments de doute, de labeur, de réussite, parfois de désaccord, mais surtout d'union, sans jamais perdre de vue notre ambition de servir. Je remercierai demain également mes collaborateurs, nos agents, nos chargés de mission, tous ceux qui actionnent au quotidien les rouages de cette lourde mécanique. À l'aune de cette expérience, j'ai pu constater l'importance grandissante des communautés de communes, de même que la difficulté qu'il y a à les gouverner. Il en a résulté pour moi une méthode de gouvernance, l'écoute des élus, le respect des communes qui doivent rester au fondement de notre démocratie, l'argumentation pour convaincre plutôt que d'imposer, le courage des opinions, le respect de la forme autant que du fond, l'effacement du militantisme et de l'esprit partisan dans l'exercice de la fonction. Il en a résulté aussi pour moi une conviction, celle que nous vivons un tournant historique de territorialisation de la République. Je forme le vœu que cette République des territoires,
qui se renforce ne soit pas demain la République des inégalités, ou pire encore, la République des féodalités. Mes chers collègues, ma démission de mes fonctions de président de Coval d'Or prendra effet mercredi 11 octobre, après-demain. Je tourne la page de 15 ans de responsabilité locale et je vais embrasser une autre mission à Paris, mais aussi dans le Lot, différente mais utile. Je vais donc passer le flambeau, sans crainte pour la continuité de l'action publique, confiant pour la suite, mais conscient que nous sommes à l'heure des choix sur les questions agricoles, je pense à l'abattoir par exemple, sur les questions énergétiques, sur les questions industrielles ou économiques, sur les questions du patrimoine et du tourisme également. Je passe le flambeau à l'heure des choix qui engagent notre capacité à rester maître de notre destin et qui engagent le sens concret des valeurs d'humanisme et de progrès qui s'enracinent dans ce territoire. Mes chers collègues, je reste à vos côtés, l'un des vôtres. Je vous souhaite bon vent et vive Coval d'Or. Merci. Mais je veux aussi dire un mot à une personne qui n'était pas là ce soir, Robert, et la remercier pour son engagement et les combats qu'elle a fait tout au long de son mandat. Alors je pense que la commune de Cuisance a peut-être un mot à dire. Écoutez, et on aura besoin peut-être de demain matin, s'il y a des bénévoles dans la salle, pas demain matin, pardon, ce soir, il faut qu'on libère la salle pour demain matin, donc s'il y a des bénévoles qui peuvent nous aider à ranger la salle, aider les agents à ranger la salle après le casse-croûte, ça serait sympa. Et aussi ranger les bouteilles de champagne que tu as amenées. Et un mot juste sur l'élection. L'élection, donc, prochain conseil communautaire, élection du président et des vice-présidents du bureau de Coval d'Or aura lieu le 25 octobre. Vous pouvez le noter dans vos calendriers. Voilà. Merci à tous.